Vous entendez actuellement Radio Résistance. Chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez actuellement la deuxième émission de Voix de l'héritage, un programme de Radio Résistance. Thibaut de Chassey au micro. Alors tout d'abord, avant de commencer cette émission, je tenais à vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de Radio Résistance, une très bonne année 2010. Qu'elle vous apporte satisfaction dans tous les domaines possibles. Alors je vous avais dit durant la première émission que les thèmes que nous traiterions dans la Voix de l'héritage seraient très variés et qu'il y aurait notamment des thèmes historiques. Eh bien ce sera le cas aujourd'hui avec plus particulièrement un épisode de l'histoire du mouvement national. Et c'est un thème qui reviendra d'ailleurs régulièrement dans cette émission, soit avec une émission totale qui lui sera consacrée, soit sous la forme d'une chronique. Avec comme intervenant principal pour ces sujets, Jean Dartois, un jeune homme qui étudie l'histoire et notamment l'histoire du mouvement national depuis quelques années. Son nom vous évoque peut-être quelque chose puisqu'il est rédacteur dans la revue L'Héritage. Voilà, alors le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est le boulangisme. On va commencer un petit peu cette étude du mouvement national par son commencement, dans l'ordre chronologique. Et on peut considérer que le nationalisme moderne débute à la fin du 19e siècle et d'un certain point de vue avec l'épisode du général Boulanger. Un épisode très court mais qui a été très marquant pour les esprits et qui a eu un certain nombre de conséquences comme on le verra. Très court puisqu'il a commencé, on peut le dire, en 1886 et qui s'est terminé en 1891. Alors Jean, on se tutoie, hein, comme dans la vie réelle. Bonjour à nos amis auditeurs. Alors est-ce que tu peux nous présenter brièvement le général Boulanger? Qui est-il? D'où vient-il? Oui, le général Boulanger est né dans les années 1830. C'est un breton, son père est un bourgeois breton, sa mère est une aristocrate galloise. Et c'est un jeune officier qui a fait Saint-Cyr et qui s'est distingué dans plusieurs campagnes en Kabylie, mais aussi en Italie, au temps des guerres de Napoléon III, et bien entendu pendant la campagne de 1870. Il a été blessé à peu près 3 fois. Ouais, c'est ça, il était plusieurs fois sévèrement blessé. Et je voulais aussi ajouter qu'il a été blessé pendant la répression de la Commune, mais juste au début de la semaine sanglante. Donc il a pris part à la répression de la Commune mais pas au début, comme des roulettes d'ailleurs, mais seulement au début, heureusement pour sa carrière ultérieure. Je vois aussi qu'il a été blessé durant la campagne de Cochinchine en 1861, un coup de lance à la cuisse. Et donc c'est au retour de cette campagne en 1864 qu'il épouse Lucie Renoir, qui est une cousine. Oui, c'est cela. C'est un militaire brillant, courageux, reconnu, admiré. Admiré effectivement par les femmes. Pas seulement, je pense. Oui, c'est un homme qui a un charisme. Ce n'est pas un grand orateur, mais il a une certaine prestance. Il a un physique avenant, blond aux yeux bleus. Oui, de la prestance, du charisme et un bel itinéraire militaire, quoi. On peut dire ça comme ça. Bon, le personnage est un petit peu cerné. Il faudrait qu'on parle un peu du contexte de l'époque. Très important qu'une époque assez particulière, très agitée, la République est encore fragile, c'est l'effervescence politique. Alors la République n'a que 15-16 ans au début du boulangisme, et on est en pleine période de crise. Alors il y a une crise économique, on est 4 ans après le krach de l'Union Générale, donc la fameuse banque catholique dont on a accusé les Rothschild de l'avoir ruiné. Il y a une période de chômage, c'est une période de chômage, et en plus c'est une période de crise politique, et la République parlementaire n'est pas acceptée. On reproche à cette République ces scandales, le scandale des décorations n'est pas très loin en fait, et on reproche
surtout les radicaux reprochent à la République de se détourner de la ligne bleue des Vosges en partant dans des expéditions lointaines. Ah oui, voilà, il faut dire qu'on est toujours en plein traumatisme de la défaite de 1871, qui a entraîné la chute du Second Empire. Donc le choc psychologique est toujours très, très vif, et c'est quelque chose qui imprègne la vie politique et culturelle de l'époque. Déroulède disait, le très connu Déroulède disait au président de la République: « J'ai perdu 2 sœurs, et vous m'offrez 20 domestiques. » Les 2 sœurs, c'est évidemment l'Alsace et la Lorraine. Ouais, ce qu'il appelle les domestiques, ce sont les pays en voie de colonisation. Un choc psychologique qui a eu des conséquences politiques aussi. Et grosso modo, tous les acteurs de la vie politique ont quelque part un esprit de revanche, mais il est plus ou moins prononcé, c'est ça ? Il est surtout prononcé dans le petit peuple parisien qui est très patriote. C'est le petit peuple qui a fait la Commune de Paris. Il est aussi prononcé dans la droite, mais beaucoup moins. Les plus revanchards, paradoxalement, oui, sont les petits artisans, les petits commerçants de Paris. Paris est la ville rouge, hein. C'est la ville qui a fait la Commune de Paris. Mais il faut rappeler que la Commune, pour ceux de nos auditeurs qui ne le savent pas, était une entreprise socialiste mais patriote. Les communards étaient des patriotes. Et alors ce que tu appelles droite, ça désigne en fait les milieux monarchistes. Oui, les milieux qu'on appelle conservateurs. Alors les monarchistes sont divisés. Voilà. Il y a les orléanistes et il y a le parti bonapartiste qui a encore une certaine faveur dans le peuple. Voilà, et les légitimistes, quant à eux, se cherchent, et c'est aussi très important pour comprendre le contexte de l'époque, le comte de Chambord, qui était donc le prince promu et soutenu par les légitimistes, est décédé sans héritier en 1883. Et donc la plupart des royalistes se rallient bon gré mal gré à la branche Orléans, mais les rancœurs sont encore vives entre les anciens légitimistes et les orléanistes. Les bonapartistes eux-mêmes sont divisés entre les tenants du prince Jérôme, qui est un prétendant qui a des idées sociales et anticléricales très avancées, et la plupart des bonapartistes soutiennent leur fils qui est plus conservateur. D'accord. Donc l'état du monarchisme est plutôt piteux, d'autant plus que les monarchistes ont piteux, mais pas sur le plan électoral. Sur le plan électoral, ils ont remporté les élections de 1885, où la fraction monarchiste s'est considérablement renforcée à la Chambre des députés. Donc les républicains modérés, qu'on appelle les opportunistes, ont une majorité encore fragile. D'accord. Donc la chute de la République est encore possible, malgré la mort du comte de Chambord, qui a quand même porté un rude coup aux espérances monarchistes. Oui, la République est soutenue par les loges maçonniques et fragile, et c'est d'ailleurs le Grand Orient de France qui mettra en œuvre la politique, qui donnera des consignes pour lutter contre Boulanger, que l'on perçoit comme une menace, bien qu'il soit républicain au départ, et même un républicain anticlérical. Donc il a été nommé au ministère de la guerre. Oui, on va y venir. Et un dernier point avant qu'on passe à ce sujet, justement, pour cerner le contexte de l'époque, c'est l'amour de l'armée, hein, qui est à cette période très répandue et qui fait l'unanimité. Hein. Alors il y a beau y avoir des divisions politiques très importantes et très profondes, tout le monde se retrouve pour vouer un véritable culte, un culte à l'armée. Oui, il y a des sociétés de tir, des sociétés de gymnastique, dont la plus connue, la Ligue des Patriotes. D'accord. Oui, l'armée est vue comme le ciment de l'unité nationale, elle a un rôle social très important. Elle est vue aussi, donc évidemment, comme la garante de la sécurité du pays, et puis, bien sûr, comme l'instrument de la revanche que tout le monde espère, et qui permettra de recouvrer les provinces perdues. Et donc, par contre-coup, ceux qui servent dans l'armée sont dotés d'une certaine auréole, ce qui explique en partie aussi la popularité très grande du général Boulanger. Je crois que les défilés militaires à l'époque attirent énormément de monde. Les foules se déplacent aussi pour regarder des exercices militaires, etc. Donc
les chefs militaires bénéficient d'un très grand prestige et d'un profond respect. Oui, et Boulanger, le début du boulangisme, c'est justement cette fameuse revue militaire de Longchamp en 1886, qui a été immortalisée par la chanson de Paulus. Oui. Une C'est-à-dire chanson. que le général Boulanger connaît un véritable triomphe durant cette revue, cette parade militaire de 1886. Oui, un triomphe qui est relayé par la presse, parce qu'il y a un certain nombre de publications qui paraissent louant la gloire de Boulanger. On fait aussi toutes sortes de bricoles comme des bustes à la gloire de Boulanger. Donc il y a vraiment un engouement populaire en faveur de ce général. D'accord. Et donc, tu nous disais qu'une chanson a un peu immortalisé ce moment et cette parade. Comment s'appelle-t-elle ? En revenant de la revue, alors, le compositeur de cette chanson n'est pas resté boulangiste bien longtemps, il s'est assez vite éloigné du mouvement. Cela dit, en 1886, c'était encore à l'état naissant. N'était pas né en fait. Prémices, le général Boulanger n'était pas encore vraiment, ne se mêlait pas vraiment de politique. Oui, alors il était au ministère de la Guerre et il se rendait populaire auprès de la troupe en permettant un certain nombre, en améliorant le quotidien de la troupe. Alors ça, oui, on va en parler des réformes du général Boulanger, mais avant ça, je vous propose une petite pause musicale et justement, nous allons écouter une interprétation de cette fameuse chanson en revenant de la revue. Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps, j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma soeur, ma fille vers la revue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, en cœur nous nous sommes mis en route. Les femmes avaient pris le devant. Moi, je donnais le bras à belle maman. Chacun devait emporter de quoi pouvoir boulotter. D'abord, moi, je portais les pruneaux. Ma femme portait ses jambonneaux. Ma belle-mère, comme fricot, avait sa tête de veau. Ma soeur, son chocolat. Et ma fille, ses œufs sur le plat. Gai et contents, nous étions triomphants, en allant à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. De Longchamp, on foule la pelouse, et puis on commence par s'installer. Je débouche les 12 litres à 12, et l'on se met à saucissonner. Tout à coup l'on crie, vive la France! Ça y est, c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs, ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur qui aime les pompiers, acclame ses fiers troupiers. Ma tendre épouse bat des mains, en regardant les Saint-Cyriens. Ma belle-mère pousse des cris, en reluquant les spahis. Moi je ne cessais de crier, vive le général Boulanger! Gai et contents, nous étions triomphants de nous voir à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous venions fêter, voir et complimenter l'armée française. Au retour, j'invite quelques militaires à venir se rafraîchir un brin. Mais à force de licher des vers, ma famille avait son petit grain. Je quitte le bras de ma belle-mère, je prends celui d'une cantinière. Bref, le soir, lorsque nous rentrons, nous étions tous complètement ronds. Ma sœur qui était en train ramenait... Voilà, donc une chanson qui témoigne bien de l'état d'esprit de l'époque. Je vous ai épargné le dernier couplet qui était un peu grivois, comme la plupart des chansons de cette période, j'ai l'impression. En passant à la suite, Boulanger va devenir ministre de la guerre, comme on le disait à l'époque. Et donc ça se passe le 7 janvier 1886 dans le gouvernement Freycinet. Oui, Freycinet, qui était un protestant, c'était l'époque où les républicains qui gouvernaient étaient souvent des protestants, ce qui leur sera reproché par un certain nombre de nationalistes, dont certains nationalistes sont même devenus obsédés de leur lutte anti-protestante. D'accord. Mais ça, c'est un peu une autre histoire. Et c'est Georges Clémenceau, le sinistre Clémenceau, qui va imposer Boulanger comme ministre auprès de Freycinet. Alors oui. Les deux personnages sont familiers. Oui, le général Boulanger est un général républicain anticlérical. C'est un... Il va tenter de... Anticlérical mais modéré, je crois. Au départ pas vraiment modéré. C'est par la suite qu'il va évoluer
justement pour gagner le suffrage des monarchistes. Ça, c'est la version pessimiste. C'est la version pessimiste, c'est une version. En tout état de cause, il va essayer d'obliger les séminaristes à faire leur service militaire, ce qui ne va pas être mis en œuvre immédiatement, mais plusieurs années après. Et il disait les curés sac au dos. Les curés sac au dos, voilà. Et c'est une réforme militaire qui va faire très plaisir à la gauche et à l'extrême gauche. Il va améliorer aussi le quotidien de la troupe. Il va remplacer les paillasses par des sommiers. Il va permettre aux sous-officiers de porter la barbe. Il va remplacer les gamelles par des assiettes. Oui. Il va autoriser la possession de fourchettes. Une réforme importante aussi, c'est qu'il va mettre en fabrication le fusil Lebel. Qui est très en avance pour son époque. Voilà, et dont il va doter largement l'armée. Et il va mettre en place des bicyclettes dans la troupe. Ah oui, c'est ça. La vélocipédisation de l'armée. Voilà, il a aussi supprimé les dispenses militaires pour les jeunes bourgeois qui faisaient des études. Donc encore une mesure qui a fait plaisir à la gauche et à l'extrême gauche. Bon, on a fait un petit peu le tour de ces réformes. C'est quelqu'un qui a un très fort souci social. Oui, effectivement, lorsque les ouvriers de Decazeville se mettent en grève en 1886, eh bien, il parvient à pacifier la situation. Et c'est justement à cette occasion qu'il prononce une phrase historique. Que j'ai sous les yeux. Oui, voilà, que vous avez sous les yeux. À l'heure qu'il est, chaque soldat partage avec un mineur sa soupe et sa ration de pain. Donc sa popularité va monter en flèche avec cet épisode de la grève de Decazeville. Alors il va gagner durant son mandat au ministère de la Guerre le surnom de Général Revanche. Oui. Et notamment à la faveur d'une affaire qui fit grand bruit à l'époque, l'affaire Schneebele. Oui, c'est une affaire d'espionnage entre l'Allemagne et la France, une affaire d'espionnage assez compliquée. Boulanger va demander contre l'avis de son gouvernement d'envoyer un ultimatum à Bismarck, ce qui aurait pu provoquer une guerre. Le gouvernement n'a pas acquiescé à cette demande. Donc il fait vivement monter la tension entre les deux puissances, et d'ailleurs il devient un petit peu encombrant pour la République, pour le régime. Oui, ce qui explique que le gouvernement, que les parlementaires, je veux dire, les parlementaires vont susciter une crise ministérielle sur un prétexte, le prétexte en est le budget qui est voté, et le général Boulanger ne fait plus partie du gouvernement. Il est resté 1 an et demi au ministère. Il est assez vite évincé de la vie politique. Mais alors ça, c'est à la faveur d'un changement de président, non ? D'un changement de président du Conseil, oui. On passe du président Grévy à Sadi Carnot. Alors j'ai lu que les monarchistes avaient décidé d'apporter leur soutien au candidat à la présidence qui prendrait Boulanger à nouveau au ministère de la Guerre. Ça ne s'est pas fait finalement avec Sadi Carnot. Non, mais Boulanger va pourtant continuer la politique à l'initiative en fait de certains de ses amis qui vont lancer le boulangisme. C'est un de ses amis qui est bonapartiste, Georges Thiébaut, et un de ses amis qu'il a rencontré à Saint-Cyr, qui est le comte Dillon, qui a fait fortune dans la société des câbles transatlantiques, et qui va lancer le boulangisme. Je veux dire que l'homme qui va réellement lancer le boulangisme est plutôt le marquis rouge Henri Rochefort, qui va appeler les électeurs, lors d'élections partielles, à apposer le nom de Boulanger sur les bulletins de vote. Et ça va être un succès de foule, un succès populaire. Donc pendant de longs mois, le général Boulanger est plébiscité à quasiment chaque élection partielle. Voilà. Alors il ne se déplace pas lui-même, mais son nom est inscrit sur les bulletins de vote, ce qui embarrasse énormément le gouvernement. Alors quel est son slogan lorsqu'il se présente, ou plutôt qu'il se fait présenter à toutes ces élections ? Alors le slogan c'est simple, c'est dissolution, constituante, révision. Donc dissolution de l'Assemblée nationale, ensuite réunion d'une nouvelle Assemblée constituante, et enfin révision. Tu peux expliciter ce que c'est ? Et enfin révision, afin de donner à la France un régime présidentiel qui soit libéré du parlementarisme, de l'instabilité gouvernementale,
et mettre en œuvre une république qui soit réellement nationale. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle les révisionnistes à l'époque. Voilà. Très bien. Donc il fait son entrée à la Chambre le 12 juillet 1888 et il est suivi par une foule importante. Et dans le même temps, les boulangistes parviennent à présenter un candidat dans chaque département. Oui, alors le vrai triomphe du boulangisme, ça sera en janvier, le 27 janvier 1889. C'est une date historique dans l'histoire de France. Ouais. Alors, une élection à Paris. Une élection. Alors cette fameuse élection a été précédée d'une campagne sans précédent, une campagne à l'américaine, financée par le comte Dillon, donc l'ami monarchiste de Déroulède, donc avec une campagne d'affichage sans précédent et qui est saluée par une victoire importante du boulangisme. Alors les boulangistes fêtent leur victoire à leur quartier général qui est sur la place Madeleine, dans le restaurant Durand. D'accord. Alors Boulanger l'emporte par 244 000 voix contre 160 000 à son adversaire. Oui, le régime est effectivement fragilisé et une foule importante se masse. On n'a pas dénombré cette foule, on pense qu'il y avait environ 50 000 personnes. Oui, les rues sont noires de monde, notamment la Ligue des Patriotes qui est très mobilisée, hein, que Paul Déroulède avait fondée en 1870. Oui, la foule est surexcitée. 20 000 ligueurs à Paris à l'époque. La foule est surexcitée. Les forces de l'ordre sont soit acquises, soit impuissantes. Mais Boulanger refuse d'écouter ceux qui le pressent de tenter un coup d'État. Oui, effectivement. On lui proposait de marcher sur l'Élysée. On lui proposait de marcher sur l'Élysée, mais lui voulait rester dans la légalité. Il n'a pas la mentalité d'un putschiste. Ouais. Alors il aurait dit, à cette occasion, en répondant donc à ses partisans les plus nerveux, pourquoi serais-je si pressé? Le 2 décembre a pesé continuellement sur l'Empire. Je ne veux pas faire couler le sang. Oui, c'est ce qui fait dire à Georges Thiébaut, qui est un de ses lieutenants, minuit 5, le boulangisme est déjà en baisse. Depuis 5 minutes. Et donc, suite à ce petit épisode, il va décevoir certains de ses partisans, et en même temps, paradoxalement, il va effrayer ses adversaires républicains qui sentent vraiment une menace du côté boulangiste. Alors le gouvernement va réussir à briser cet élan boulangiste en prenant des mesures de répression. Alors c'est le fameux ministre de l'Intérieur, Constance, dont les mesures vont se diriger à l'encontre de la Ligue des Patriotes, qu'il va déclarer illégale. La Ligue des Patriotes est effectivement une organisation à caractère militaire, et un certain nombre des griefs qui vont être émis par Constance vont faire prendre peur au général Boulanger, qui va partir une première fois à Bruxelles en avril. Il lui fait savoir en fait qu'un ordre d'arrestation va être porté contre lui. Oui, alors le Sénat fait voter une loi qui autorise le Sénat lui-même à se constituer en haute cour de justice pour juger ceux qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Ouais. Et alors la Chambre va demander la levée de son immunité parlementaire. Oui, effectivement. Alors tout ceci inquiète Boulanger. Il s'enfuit. Oui. Alors le gouvernement il s'enfuit effectivement, ce qui va avoir un impact très négatif sur l'électorat boulangiste. Boulanger va révéler une part de sa personnalité. D'accord. Alors il est poursuivi pour complot contre la sûreté intérieure, mais aussi pour détournement des deniers publics, corruption et prévarication. Oui, alors il va contester ces accusations, et il dira que qu'elles sont infondées. Oui, mais il faut savoir aussi que ses adversaires, attisés un peu par les événements du 27 janvier, vont tenter de le discréditer par tous les moyens. Oui, alors ils vont essayer aussi de détourner l'attention publique. Alors on est en 1889, c'est le centenaire de la Révolution française, c'est l'époque de l'exposition universelle, la fameuse Tour Eiffel a été inaugurée cette année-là. Toutes les manifestations commémorant la Révolution sont empreintes de discours, d'une atmosphère anti-boulangiste. Boulanger menace la Révolution française.
D'accord. Alors le 14 août, le Sénat réuni en haute cour condamne Boulanger, comme tu le disais, ainsi que Rochefort et le comte Dillon à la déportation dans une enceinte fortifiée. Mais désormais, Boulanger vit donc en exil en Belgique, où d'ailleurs on le trouve encombrant. Il y vit en compagnie de sa maîtresse, Madame de Bonnemain. Oui, il ne va pas rester longtemps en Belgique. Il va ensuite émigrer dans l'île de Jersey. Et il riait lui-même de cette situation, puisqu'il était logé chez Monsieur l'Effondré. Oui, amusant. Et alors Déroulède aura un mot fameux à cette occasion. Oui, Déroulède dira à Boulanger: Général, on vous connaît le courage militaire, mais quant au courage civique... Et sur ce, Boulanger expulse Déroulède de la pièce, pas du mouvement boulangiste. Donc c'est la crise. Quelques mots peut-être sur Madame de Bonnemain, sans rentrer trop dans les détails, mais... Oui, le général de Boulanger l'a connue lorsqu'elle avait 28 ans. Il s'était prise d'elle. Alors c'est une femme assez pieuse et qui exhorte le ciel de l'assister parce qu'elle sait qu'elle est malade et elle vit dans le péché. Elle vit dans le péché parce qu'il faut préciser qu'elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée, voilà. C'est quand même important. Elle s'est mariée à 18 ans. D'accord, situation pénible. D'ailleurs, donc Madame de Bonnemain meurt de maladie le 15 juillet 1891. Peut-être que la situation agitée qu'elle a vécue avec le général Boulanger y est pour quelque chose. Et Boulanger n'y survivra pas. C'est trop pour lui, ouais. Il se suicide 2 mois et demi plus tard, d'un coup de revolver sur la tombe de sa maîtresse, au cimetière d'Ixelles. Et c'est le 30 septembre 1891. Fin de l'aventure boulangiste qui va totalement s'arrêter avec la mort de son chef. Alors on affrète des trains, et l'enterrement est grandiose, et il y a des milliers de Parisiens qui montent jusqu'en Belgique pour assister à l'enterrement. Cela est raconté dans le livre que Barès a laissé un très beau livre, L'Appel aux soldats. Très bien. Que je recommande de lire. C'est peut-être le meilleur récit sur l'aventure boulangiste, qui a été édité dans l'édition bouquin. C'est noté. Voilà, donc l'aventure boulangiste cesse tragiquement, brutalement et un peu piteusement. Oui. Électoralement, c'est un échec. Il n'y a eu que 42 députés boulangistes. Oui, donc dans la dernière phase du boulangisme, on assiste à un écroulement qui accompagne l'exil belge du général. Bon, alors maintenant que le survol historique du boulangisme a été fait, on va revenir un peu sur le phénomène en lui-même. Bon, pour le résumer rapidement, qu'est-ce que le boulangisme ? Alors, le boulangisme est un mouvement de protestation populaire qui a charrié à la fois des gens qui venaient de l'extrême droite et des gens qui venaient de l'extrême gauche. C'est un populisme, c'est un populisme, le boulangisme. Avec un chef charismatique, certains historiens ont même parlé de préfascisme. C'est le premier populisme, oui. Et donc il a été porté par un fort souci du social, qui explique son succès. Oui, rappelons que le boulangisme a prospéré en pleine période de difficultés économiques. L'espoir d'une politique sociale meilleure, de même que l'espoir de la revanche contre l'Allemagne, sont en quelque sorte les 2 piliers qui peuvent expliquer le succès du boulangisme. Oui. Mais il faut savoir qu'à l'époque, une partie de l'extrême gauche était très patriote, ce qui explique le revirement ultérieur que cette extrême gauche va faire chez les nationalistes dans les années qui vont suivre le boulangisme. Non, mais c'est vrai que la gauche et l'extrême gauche de l'époque n'ont pas grand-chose à voir avec celle qu'on a connue après-guerre, au XXe siècle. Absolument pas. Et donc le boulangisme est un populisme, peut-être le premier en France en tout cas. Il n'a pas de doctrine. Il n'a pas de doctrine, et Barès, dans ses mémoires, dira que l'échec du boulangisme vient de son absence de doctrine. C'est très flou. Tout le monde... Chacun y trouve un peu son compte finalement, mais oui, alors, les buts se sont variés parmi les soutiens du boulangisme. D'ailleurs, c'est très intéressant de noter que les partisans de Boulanger sont d'origine politique extrêmement variée, voire antagonistes. Donc tu parlais d'extrême gauche et d'extrême droite. Alors on peut peut-être détailler un petit peu, quoi. Donc ça va des républicains révisionnistes, qui sont pour la plupart des radicaux. D'anciens communards, beaucoup d'anciens communards. Oui, des socialistes de tendance blanquiste. De tendance blanquiste, qui eux vont être très vite gagnés par l'antisémitisme. Donc de même que des bonapartistes et des monarchistes,
qui étaient tous désireux de renverser la République. C'est un peu le dernier espoir qui est donné aux monarchistes pour restaurer la monarchie. Ouais. D'abord en abattant la République. Alors on peut citer quelques-uns des soutiens les plus fameux, les plus connus de Boulanger. Alors j'ai déjà parlé du comte d'Illon. Il fait la liaison entre les monarchistes et les boulangistes. C'est le trésorier, c'est lui qui finance. Bon, il y a bien sûr d'autres financiers, dont la plus connue est la duchesse d'Uzès, ouais. Qui est une dame qui a une fortune considérable et qui a été, il faut bien le dire, séduit par le général Boulanger, qui lui porte certainement une admiration. Elle fait le lien avec la famille d'Orléans. Oui, alors elle possède une des plus grandes fortunes de France. On peut aussi parler, parmi les autres soutiens fameux, d'Albert Demain. C'est pas rien, puisque c'est le théoricien du corporatisme chrétien, donc catholique social. Oui, il fait partie du comité national boulangiste. Intéressant. Donc Maurice Barrès, évidemment, on l'avait compris. Qui est candidat à Nancy, qui est un des bastions du mouvement. Ouais, donc qui est lui républicain, nationaliste et plutôt socialiste, hein, en tout cas qui se réclame d'un certain socialisme. On peut aussi parler d'Armand de Macot, qui est un des leaders monarchistes, un des meneurs monarchistes, de l'époque. Il se ralliera ensuite à la République après l'échec du boulangisme, comme un certain nombre de monarchistes. Aussi le fameux Émile Drian, connu sous le pseudonyme littéraire de Capitaine d'Henri, donc grand écrivain et héros militaire qui meurt en 1916. Oui, au Bois des Corps. Eugène Meyer, alors d'un autre style, hein, qui est financier chez Lazare Frères, qui anime un journal radical socialiste et anticlérical. Henri Rochefort, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est un journaliste aussi, radical de la mouvance socialiste, républicain et anticlérical. Alors lui, il est très populaire parmi les masses parisiennes. C'est un ancien communard, un anticlérical, qui mourra anticlérical. On l'appelle le Marquis Rouge. D'accord. Il vient de la famille des Rochefort Lacet. Un autre communard fameux d'ailleurs, Ernest Granger, qui fut un chef blanquiste sous le Second Empire, donc compagnon proche de Blanqui, rédacteur en chef du Cri du Peuple, député de la Seine, cofondateur du Comité révolutionnaire central. Voilà, donc des soutiens très, très hétéroclites. Tout ceci évidemment se dispersera avec la mort du général Boulanger. Et chacun retournera à ses pénates ou alors connaîtra une évolution politique, teintée parfois d'opportunisme. Donc pas de doctrine, des soutiens très variés. Et une division, une très nette division au sein de l'état-major boulangiste à propos de la question juive, qui va être un des points d'achoppement à partir de 1890. Alors l'antisémitisme n'existait pas en tant que mouvement politique jusqu'en 1890. Ce qui va lancer le mouvement, c'est la fameuse réunion de Neuilly-sur-Seine lors de l'élection de Francis Laure, et qui va être soutenu par un certain nombre de personnalités de l'état-major boulangiste, sans que le général Boulanger donne lui-même son acquiescement. Alors un certain nombre de boulangistes, dont Naquet, qui est le secrétaire de Boulanger, l'un des plus proches, oui, sont fermement opposés à cette ligne. Et de fait, Naquet est israélite, ouais. Et il a une mauvaise réputation au sein des conservateurs parce qu'il est à l'origine de la loi sur le divorce de 1884. En effet, c'est pas rien. Et ce sera l'un des boulangistes les plus fervents, les plus offensifs, hein, notamment lors de cette fameuse soirée électorale parisienne. Donc c'est lui qui tannait en quelque sorte Boulanger pour aller marcher sur l'Élysée. Un des financiers de Boulanger, et entre autres le baron Hirsch, qui lui-même était israélite. Il y avait des financiers juifs à la fois chez les boulangistes et chez les anti-boulangistes. Donc en effet, une ligne de fracture importante au sein même du boulangisme. Autre ligne de fracture peut-être, la religion. Quels furent les rapports entre boulangisme et religion catholique Alors Boulanger a évidemment dû évoluer pour gagner les voix monarchistes ou conservatrices. Donc il a mis un bémol à son discours anticlérical. Il a même prononcé à Tours en mai 1890 un discours où il appelait à une paix religieuse. Il est certain que quand les monarchistes finançaient les anciens communards,
Il leur demandait en échange de ne pas aborder la question religieuse. En tout cas, pas en termes violents. D'accord. Tu voulais nous dire éventuellement quelques mots sur Paris et le boulangisme? Oui, alors il faut bien avoir à l'esprit que le boulangisme, comme le nationalisme d'ailleurs, est vraiment d'abord un phénomène parisien. Paris présente la particularité d'être l'ancienne ville rouge. C'est l'ancienne ville de la commune. Et ce qui est intéressant dans cette période 1880 jusqu'à 1900, c'est que Paris, cette ancienne ville rouge, va devenir la ville des nationalistes. En 1900, ce sont les nationalistes qui emportent le scrutin à la mairie. Et cette situation va durer jusqu'à 1940. Puisque en 1940, la ville de Paris est aux mains des jeunesses patriotes. Pierre Tétinger. Très bien. Bon, alors pour terminer, on pourrait évoquer les conséquences de ce phénomène, du phénomène boulangiste. Que se passe-t-il après 91 ? Après 91, quel est l'impact que va laisser le boulangisme dans la vie politique et peut-être intellectuelle de l'époque ? eh bien, cela va anéantir les derniers espoirs de restauration monarchique. C'est en 1892 que le pape Léon XIII lance sa politique de ralliement à la République. Donc un certain nombre d'anciens monarchistes vont se rallier à la République. C'est aussi la naissance du nationalisme moderne. Cela va aussi lancer le mouvement antisémite qui va naître pendant le mouvement boulangiste et la libre parole est fondée en 1892, donc 2 ans après l'effondrement des espérances boulangistes. Donc fin du monarchisme et peut-être naissance ou en tout cas expansion du socialisme. En tout cas, c'est l'avis d'un certain nombre de connaisseurs de ce sujet qui estiment que le boulangisme a dédramatisé la question du socialisme en France, qui était encore tabou, quelques années après la Commune. Oui, il faut bien préciser que ces socialistes étaient anti-marxistes pour la plupart. Le marxisme va pénétrer le mouvement ouvrier français dans les années qui vont suivre. Et en général, les hommes de gauche qui vont refuser le marxisme vont se rapprocher des nationalistes. Alors ainsi, pour l'écrivain François Gogel, le boulangisme a donné naissance, je cite, à la fois au nationalisme et au socialisme moderne. Et pour le fameux René Raymond, le boulangisme a frayé la voie au socialisme en France. On parlait tout à l'heure de préfascisme, alors c'est justement le fameux Yves Sternel qui explique que le boulangisme tient une place très importante dans l'histoire politique française, une première synthèse entre nationalisme et certaines formes de socialisme, qui donnera plus tard naissance au fascisme. Donc c'est une vision qui est minoritaire, mais qu'est-ce que tu en penses de ton côté ? Oui, je pense que je suis plutôt d'accord avec cette vision, mais comme le dit Yves Sternel, cette synthèse va plutôt s'opérer dans les années qui vont précéder la guerre de 14, entre 1900 et 1914. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à dire quant aux conséquences du boulangisme ? Moi, je n'ai rien. On pourrait conclure sur la citation de Barès, peut-être, ou en tout cas sur sa pensée, donc, quand il disait que sans doctrine, on ne peut pas espérer grand-chose en politique. Oui. C'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. Très bien. Bon, eh bien, chers amis, cette émission se termine. Je voulais vous signaler deux, trois choses. En passant, concernant l'agenda, je voudrais vous informer que le 6 février 2010 se tiendra une traditionnelle manifestation en hommage aux morts du 6 février 34, qui est aussi une manifestation revendicative, dont le slogan est « Hier comme aujourd'hui, à bas les voleurs ». Donc le rendez-vous pour cette marche au flambeau est à 19h30 devant l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Autre date un peu plus lointaine mais très importante, qui est celle du prochain congrès nationaliste, donc qui est le plus gros rassemblement nationaliste français, qui se tiendra le dimanche 16 mai en région parisienne et qui devrait être encore une fois un succès, et probablement un succès plus important que les années précédentes, avec un certain nombre d'innovations, mais je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà, une petite publicité pour un nouveau site internet qui s'intitule Contre-Info, donc contre-info.com, qui est un site alternatif d'information. Vous retrouverez une actualité accompagnée généralement d'un décryptage. Donc je vous invite à y faire un tour,
à l'ajouter dans vos favoris et puis en parler éventuellement autour de vous. Voilà, c'est un vecteur important dans le combat des idées et puis dans la diffusion de nos analyses. Dernière chose, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions donc pour cette émission Voix de l'héritage à l'adresse courriel contact@l'héritage.net. Merci à tous et à très bientôt.